Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des French Talents, l'émission qui met en lumière chaque semaine les talents de nos régions. Que vous soyez chef d'entreprise, opérationnel ou créateur, vous avez votre place sur ce plateau pour nous raconter et nous dire qu'est-ce que c'est de vivre et de travailler dans nos belles villes de France. La semaine dernière, nous étions à Strasbourg. Cette semaine, nous filons du côté de la région Provence-Côte d'Azur, à Nice. Et pour en parler, je reçois deux acteurs importants qui contribuent au dynamisme et au succès de Nice et de sa région. Magali Massa, qui est directrice marketing de avatacar.com. Bonjour Magali. Bonjour. Et Marc Bruat, vous êtes cofondateur et dirigeant de Squad, qui est une entreprise qui est donc dédiée aux services et aux conseils de l'infrastructure informatique. C'est ça, entre autres. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons Julien Breuil, qui est directeur d'études chez Viadeo. Julien nous dira tout sur l'attractivité de Nice, comment la ville est perçue, quelles sont les entreprises où il fait bon travailler, et puis le classement hebdomadaire exclusif de Viadeo sur les entreprises les mieux notées par leurs employés sur le réseau social. Et puis, n'oubliez pas que cette émission est diffusée en direct. Nous sommes sur Facebook et Twitter. Donc, si vous avez des questions pour Magali, Marc ou Julien, ne vous gênez pas, c'est le moment de les envoyer et nous y répondrons en direct sur ce plateau. French Talent, c'est parti. On commence avec vous, Magali, honneur aux femmes. Vous êtes donc la directrice de avatacar.com. Alors, Avatacar, c'est une enseigne qui appartient à un groupe, un vieux groupe, le groupe Massa, qui a été donc démarré par votre arrière-grand-père, Oui, Julien Massa, il y a 120 ans. Et voilà. Joseph Massa, pardon. Et vous êtes la 4e génération de dirigeants de ce groupe, et en fait avec votre frère vous êtes les deux personnes qui vous occupez en fait de gérer, d'avoir initié et puis de gérer le tournant, le virage numérique de l'entreprise. Alors on va voir, on imagine que c'est un relais de croissance important pour le groupe. Vous avez toujours voulu travailler dans l'entreprise familiale, ou c'est une vocation, ou en fait c'est venu beaucoup plus tard? Non, pas tout à fait. Au départ, donc j'ai fait mes études aux États-Unis, j'étais dans la mode, donc rien à voir avec l'automobile. Et mon frère, lui, était en fait dans l'informatique. Il avait un MBA, donc un master en business, mais il avait une spécialité qui était donc sur le computer science. Il était passionné d'informatique. Et on a eu donc une opportunité, puisqu'à la fin de nos études, on vivait la transformation digitale en France avec des nouveaux acteurs qui arrivaient, avec des habitudes de consommation qui étaient en train de se transformer. Et mon père et mon oncle, qui étaient donc à la tête de l'entreprise familiale, ont appelé mon frère pour lui donner une business unit qui était, dont le principe était donc de vendre des pneumatiques à l'époque sur des places de marché électroniques, B2B. Et donc lui, il a trouvé ça super intéressant, il est venu et puis au bout de 6 mois, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, il y a un truc à faire, là je suis sur le B2B, mais le B2C, sur toute la partie consommateur final, on peut vraiment dépoussiérer le monde de l'automobile, qui est un milieu hyper traditionnel, hyper masculin, hyper opaque et technique, et je pense qu'on peut vraiment apporter quelque chose de nouveau. » Donc je lui ai dit « Ben go !» Et voilà, j'ai rejoint mon frère donc en 2009, fin 2009, début 2010. C'était pas trop dur avec vos parents de leur vendre cette idée de vente en ligne, ce virage sur Internet? C'était pas du tout... ils étaient un petit peu âgés, j'imagine, par rapport à tout ça. Âgés, non, mais bon, pas contents. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient construit eux aussi leur histoire avec le groupe sur des méthodes traditionnelles, et ils auraient pu tout à fait douter de la pertinence d'aller vendre sur Internet, de faire du B2C. Ça a été facile, ou il y a eu quand même des discussions? Alors, ils vous ont suivi facilement ou pas en fait? Alors en fait, je pense que la grande qualité de notre groupe, et ce qui fait qu'on est présent depuis 1908, donc depuis 110 ans, c'est qu'on a une vraie agilité dans l'entreprise. On a su toujours se transformer.
avoir, on va dire, le coup d'avance, mais ça vient pas forcément de mon frère et moi, ça vient déjà d'eux. C'est dans l'ADN de l'entreprise. Exactement. Dans les années 90, ils ont basé leur business model sur l'informatique, sur la gestion de l'informatique, sur comment devenir plus performant en utilisant l'informatique. Et notre génération, elle est arrivée avec une idée qui était comment utiliser donc le web, comment répondre à des nouvelles habitudes des consommateurs. Donc en fait, c'était... on a des parents qui sont hyper ouverts au changement et on a aussi des cadres qui étaient aussi prêts à changer et à accepter la transformation qu'on a opérée ces dernières années. Alors, ce qui est vraiment passionnant avec cette histoire de avatacar.com, c'est ce que vous proposez. Parce que finalement, ce n'est pas du tout uniquement une plateforme où on peut acheter des pneus, des plaquettes de frein. Ça, on connaît déjà, ça existe. Là où vous êtes allé un cran, un palier plus loin, c'est que vous proposez des services. Et ça fait finalement une proposition, une expérience client tout à fait novatrice, puisqu'en fait, Avatacar, ça peut devenir en fait le point central et unique quand on a un véhicule et que on veut le faire réparer parce qu'il y a une avarie ou parce que c'est le moment de faire une révision. On n'a plus besoin de chercher ni les pièces détachées, ni le garagiste. Bon, donc ça, c'est vraiment très novateur. Racontez-nous, quand on arrive sur avatacar.com et qu'on veut par exemple faire une révision, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que finalement, ça devient un parcours très simplifié avec un gain de temps et un gain d'argent? Alors, comme vous le disiez, donc, quand on est arrivé avec mon frère, il existait des acteurs donc, qui vendaient des pièces et des pneumatiques pas chers sur Internet. Donc ça a ouvert les esprits. Et les gens se disent, mince, je peux acheter pas cher, mais par contre, comment je vais faire? Je ne sais pas choisir mes pièces, je ne sais pas où aller me faire monter mes pièces. Si ça me coûte pas cher d'un côté, mais qu'après je me fais arnaquer par mon garagiste. Ou parce que je dois les monter moi-même, c'est compliqué. Donc du coup, nous, on voulait vraiment un service tout en un. Voilà, une expérience client vraiment optimisée et on a voulu vraiment simplifier tout ça. Donc en fait, on a un centre auto qui va se personnaliser à la voiture. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, avatacar.com, vous saisissez la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Donc ça, pour le coup, c'est assez accessible à tous. Et là, le site se transforme et il va vous proposer toutes les prestations d'entretien et tous les accessoires qui sont compatibles avec votre voiture. Vous dites quand même quel est votre besoin? Je veux une révision ou mes pneus sont usagés? Vous pouvez le faire soit en passant par le besoin, soit tout simplement en saisissant votre plaque dès l'entrée pour transformer le site. Ensuite, quand vous êtes donc pour une révision, vous allez donc saisir votre kilométrage. Et là, on va vous donner accès au plan d'entretien du constructeur pour vous dire exactement ce qu'il y a à faire comme prestation sur votre véhicule. Donc là, on ne parle plus de faire remplacer des pièces. On vous dit, je vais faire votre révision constructeur. Donc vous avez rapatrié dans vos bases de données tous les plans constructeurs de tous les véhicules. Exactement. Et toutes les plaques d'immatriculation. Oui, c'est ça. Par la même occasion. Voilà, exactement. Donc on a accès à ces informations-là et on les rend de manière tout à fait transparente, visible à l'automobiliste qui peut ensuite prendre rendez-vous directement en ligne dans un garage de proximité ou au travers de notre service à domicile. Donc ça, ce sont des garages mobiles. Voilà, exactement. Des petites fourgonnettes Avatacar qui viennent chez vous et qui font la réparation sur place. Voilà, donc ils viennent, ils peuvent faire la climatisation, le freinage, la révision constructeur, ils peuvent faire les pneumatiques. Et donc souvent on nous dit, mais comment vous faites? Vous n'avez pas d'atelier, comment vous faites pour faire une révision, une vidange sans monter la voiture sur un pont? Mais en fait, aujourd'hui, les vidanges se font par aspiration et non plus par apesanteur. Ouais. Et donc, en fait, on a l'ensemble. Tout est faisable. Voilà. Et ces petites camionnettes, en fait, c'est un peu les camionnettes Transformers. Vous avez tout qui est dans le véhicule. Et donc, en fait, le côté aussi sympa d'Avatacar, c'est qu'on a des prix hyper attractifs. Comment? Parce qu'on a derrière avatacar.com, le groupe Massa qui est distributeur donc, de pneumatiques et de pièces, qui est grossiste. C'est un méga grossiste, c'est un des plus gros grossistes français aujourd'hui. Donc pièces détachées de marque, hein. Vous ne remplacez pas par des pièces génériques. Voilà. Oui, tout à fait. Nous, on est vraiment sur du premium. Sur du premium, on parle directement avec les équipementiers et en fait, on fait vraiment bénéficier nos clients du prix direct
fournisseurs, du prix direct, équipementier, producteur. Il n'y a plus d'intermédiaires. Donc tout ça, c'est dans l'air du temps. Et nous, on est venu ajouter le service avec un réseau de garages. Donc on a 1500 garages en France qui sont partenaires, qui ont été visités, qualifiés et certifiés par 30 experts terrain. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment de simplifier au maximum l'entretien auto pour que n'importe qui, des gens qui ne sont pas passionnés de leur voiture, mais qui ont malheureusement besoin quand même de l'entretenir, sachant que c'est le deuxième budget français annuel. C'est des budgets importants et du coup, voilà, on est venu essayer de faire notre maximum pour avoir une approche, une démarche qui soit plus simple et au meilleur prix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le devis en ligne et puis quand on fait réparer sa voiture chez soi, ou en garage, finalement, c'est Avatacar qu'on paye. Hein. C'est bien ça. C'est vraiment, on reste dans le site, l'enveloppe Avatacar et on ne va plus comme ça tâtonner à droite et à gauche. En fait, vous avez une réservation en ligne, donc comme pour un hôtel, et après, vous n'avez rien à payer au garage. Vous êtes débité directement après la prestation par avatacar.com. Donc, vous n'avez qu'un interlocuteur. Donc, s'il y a besoin de rappeler avant, après la prestation, vous avez un interlocuteur qui sont les équipes avatacar.com. Mais alors, si vous êtes situé en Provence, j'imagine que vous devez quand même courir dans toute la France parce que c'est tout un dispositif quand même qui est important, qu'il faut contrôler, qu'il faut gérer. Vous êtes ancré donc près de Nice, mais j'imagine que vous devez aussi beaucoup cavaler à droite et à gauche. Oui, alors par contre, on a nos plateformes de distribution qui sont partout en France. On a 12 plateformes en France, donc qui sont bien sûr, pour pouvoir être livrées en 4 heures après commande, il faut être proche. Près du client. Mais par contre, on a notre siège qui est bien sûr resté donc historiquement dans la région. Donc depuis 1908, mes grands-parents ils vendaient des roues de charrette à Cannes. Ensuite, mes parents ont vendu, mes grands-parents des pneumatiques. Puis on est toujours resté sur le secteur. Et aujourd'hui, on continue vraiment de se développer sur le secteur avec notamment notre call center qui est aussi dans la région. On a 30 personnes qui sont dédiées donc au service client qui sont aussi dans la région. On a aussi tous nos laboratoires de tout ont été faits dans cette région-là. Et vous continuez d'investir dans ces laboratoires dans la région. Bien sûr, on est hyper attaché à cette région et puis parce qu'historiquement on y a toujours été. On est proche des administrations locales qui nous connaissent bien et on essaye d'être actif aujourd'hui localement parce que on vit une super aventure et c'est un peu grâce à cette région et du coup on essaie de le rendre en étant actif auprès d'associations et aussi en investissant bien sûr encore sur le secteur. Et dans le management de toutes les entités que vous nous avez décrites, il y a des personnes qui n'habitaient pas, j'imagine, à Nice ou dans la région qui sont venues d'ailleurs ou vous avez beaucoup de locaux finalement? On a un peu des deux, mais c'est vrai que en tout cas, contrairement aux autres régions de France qui ont peut-être toujours le souci de se dire comment on va faire venir des gens peut-être de la capitale vers la province. C'est vrai que nous, on a quand même un bon argument. Les gens ont moins de mal à descendre chez nous, peut-être qu'ailleurs en tout cas. Donc c'est vrai qu'on a moins de difficultés. En tout cas, on n'a jamais eu de difficulté à trouver des talents dans la région ou à les faire venir chez nous en tout cas. Très bien. Je vous remercie. Magali Merci Massa, vous êtes, je le rappelle, directrice marketing de Massa Group et de avatacar.com. Très bien, merci. Marc Bruat, oui. Je me tourne vers vous. Vous êtes cofondateur et dirigeant, manager de Squad. Alors Squad, c'est une SS2I, c'est-à-dire une société de... On n'aime pas trop le terme en fait. Alors vous n'êtes pas une SS2I, vous êtes une société qui fait du conseil. Ouais. Et également, vous mettez en place des dispositifs informatiques pour sécuriser les systèmes, sécuriser les données. Ça, c'est une grosse branche de votre activité. Principale activité. Oui. Principale activité. Vous êtes également dans le cloud, c'est-à-dire l'externalisation des infrastructures en dehors de l'entreprise. Et puis, troisièmement, vous occupez finalement de tous les processus de transformation des systèmes dans l'entreprise. Exactement, oui. Alors, vous êtes manager de Squad, mais j'ai envie de dire que vous êtes aussi pilote d'une fusée
parce que depuis sa création, c'est quand même une très très belle aventure. C'est pas la première, on y reviendra tout à l'heure, mais depuis 4 ans, j'ai fait mon petit travail de recherche avant de vous rencontrer. C'est 700% de croissance du chiffre d'affaires donc sur les 4 dernières années. C'est 350 employés, c'est des projections d'emploi pour 2019 qui tournent autour de 200, si je ne me trompe pas. On prévoit 250 recrutements cette année, en 2018. Donc c'est vraiment une trajectoire météorique sur ce secteur. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est déjà, c'est pas la première aventure, vous êtes un serial entrepreneur, vous avez toujours voulu faire des affaires dans votre boîte ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps ? En fait, au début, déjà, moi j'ai fait mes études à Nice. En fait, je suis niçois, j'ai fait mes études à Nice. Contrairement à Magali, parce que Magali, elle s'est expatriée, elle est partie en Californie. Alors, moi, je me suis et elle est revenue. Alors, je me suis expatrié, mais à Marseille, puisqu'en fait, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et effectivement, en fait, j'ai démarré dans l'informatique au milieu des années 90. En tant qu'employé dans une société. Mais ce qui était assez marrant, c'est que cette première société travaillait déjà dans la sécurité informatique, ce qui aujourd'hui intéresse tout le monde, il y a 20 ans intéressait quasiment personne. Donc la société le démarrage était un peu difficile, mais en fait ça m'a permis quand même une chose, c'est de rencontrer mon associé, qui aujourd'hui, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans, Eric Guilherme. Et donc voilà, donc c'était déjà le bénéfice, ça m'a mis le pied à l'étrier sur cette activité de sécurité et puis ça m'a permis de trouver mon alter ego, on va dire, dans les affaires. Et ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a monté différents projets, toujours avec une connexion forte à la cybersécurité, des sociétés dans l'édition, des sociétés de conseil. Et donc le dernier avatar de ça, c'est Squad, puisqu'on a lancé ça Alors Eric avait démarré en 2011 et moi je suis arrivé sur le projet, j'étais en Angleterre à ce moment-là. Je suis arrivé en 2012 pour développer la société. Squad, c'est votre deuxième projet entrepreneurial ? C'est mon troisième projet entrepreneurial. On avait fait une boîte de soft qui faisait de la sécurité aussi, qu'on a cédé, et puis une boîte de conseil qui marchait très bien. Dans le siège était à Sofia Antipolis à l'époque, qui s'appelait Equalis, et qu'on a cédé aussi en 2007 à une grande SS2I. Pour le coup, vous pouvez en parler. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, l'agence de Nice, elle est à Sofia Antipolis. Oui. Sofia Antipolis, c'est une énorme technopole. C'est la première d'Europe. Oui, je crois que c'est près de 40 000 personnes qui travaillent à Sofia. 40 000 personnes, 1400 sociétés. Donc, vous baignez vraiment, vous êtes en symbiose avec votre environnement là-bas. Absolument, absolument. Beaucoup de sociétés. Alors, c'est vrai que nous, on cible, beaucoup de sociétés à la fois par rapport à notre activité, on cible, nous, majoritairement, l'offre est quand même très typée pour les grands comptes. Vous n'avez que des grands comptes ? On n'a que les grands comptes en fait, et on cible que les grands comptes. C'est notre positionnement. Et donc à Sofia, il y a 1400 sociétés, mais j'ai tendance à dire qu'il y a une dizaine de grands comptes avec lesquels on travaille, je pense, pour la totalité. Mais c'est un beau terrain de jeu, et puis c'est aussi un beau terrain de jeu en termes de recrutement, puisque majoritairement dans les technologies, donc énormément d'ingénieurs, et c'est en l'occurrence ce dont on a aussi beaucoup besoin nous. Voilà. Absolument. Alors, vous êtes à Sofia. Vous êtes combien à Sofia Antipolis ? On est 80 personnes à Sofia. D'accord. Et vous avez des projets de recrutement sur l'agence de Sofia ? Ah oui, on a un projet donc de 250 mais pas qu'à recrutements Sofia. Au national, mais pas qu'à Sofia. Ouais. Sofia, en fait, à mon avis, cette année, on aura au minimum 50 recrutements. Donc il y a pas mal de postes ouverts, évidemment des postes de consultants techniques, mais aussi des postes sur la partie business manager, des équipes de recrutement, parce que pour gérer ces 250 recrutements, il faut aussi des gens en charge de ce sujet-là. Donc il y a pas mal de postes ouverts et la concurrence est difficile, notamment sur les postes de consultants, puisqu'on est vraiment sur un marché comme on ne l'a jamais connu. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu vieux, puisque j'ai connu l'an 2000 et l'euro, qui était une période assez pénurique. Mais là, réellement, on est dans une pénurie absolue et sur les sujets en particulier sur lesquels on est, cybersécurité, aujourd'hui, on parle d'une pénurie de 3 à 4 000 ingénieurs en France. Ce qui, du reste, n'est pas sans poser de problème en termes de sécurité des grands groupes, même en fait de l'État, puisque, par exemple, le ministère de la Défense cherche à monter sa cyberarmée, a énormément de postes ouverts et eux, comme nous, ont de grandes difficultés à la peine pour recruter des talents, des personnes. Donc c'est un des enjeux majeurs en fait, des années à venir pour Squad, c'est arriver à étoffer nos équipes. On n'est pas trop mauvais là-dessus, mais on doit faire... Ça reste un vrai challenge. Ouais. Alors justement, quand on a un démarrage aussi fort comme celui qui est le vôtre depuis maintenant 7 ans, le challenge, c'est de rendre pérenne cette progression. Alors peut-être que vous ne ferez pas 700% dans les 4 prochaines années, ce n'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut solidifier en fait, les ingrédients de la réussite. Alors, comment vous pourriez résumer en fait, ce départ en trombe et comment faire pour que ça dure ?
En fait, si on résume, je pense que les 3 ingrédients qui ont participé au succès de Squad, c'est effectivement déjà l'équipe de fondateurs, et Guillaume et moi-même, on se connaît depuis longtemps. Rapidement, on s'est entouré en fait, de gens qui avaient travaillé avec nous pendant de nombreuses années. On a des gens qui bossent avec nous aussi depuis 20 ans. Donc ça a été le noyau dur de l'équipe. Une grosse stabilité au niveau du noyau. Voilà, donc ça a permis quand même un démarrage plus simple. Oui, plus rapide. La deuxième raison, je pense, c'est effectivement dans un marché qui est très concurrentiel, où les profils sont très volatiles, où la concurrence fait rage entre les sociétés comme la nôtre. C'est important de savoir recruter, mais c'est aussi important de savoir fidéliser les consultants. Et ça, c'est vrai que c'était un sujet majeur pour nous. C'est d'attacher de l'importance au bien-être de nos consultants et de nos équipes au sens large du reste. Donc, j'ai vu sur votre site web d'ailleurs qu'ils sont contents, vos employés. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que nous, en fait, on a toujours tendance à penser en interne qu'on est très bien, etc. Quoique c'est pas vraiment notre philosophie. On se challenge assez souvent, mais on a candidaté 2 ans de suite au label Great Place to Work, qui est un label qui commence à être assez reconnu, notamment au niveau international. Et par 2 fois, on a été classé dans les 50 entreprises en France où il fait bon travailler. Donc on était assez fiers de ça. Donc ça, c'est un sujet majeur pour nous, puisque j'ai connu des sociétés qui recrutaient beaucoup, mais qui perdaient à peu près dans le même temps autant de personnes. Donc ce qui explique la croissance, c'est ça. Et puis en fait, la 3e raison, malgré tout, c'est le positionnement d'expertise qu'on a choisi. On est sur des bons sujets. Cloud, digital, on parlait de Avatacar, typiquement, on est bien dans le sujet de la digitalisation. Absolument. Et le 3e sujet, qui est notre offre la plus forte, c'est la cybersécurité. On est là sur ces 3 sujets, sur les offres qui, sur le marché, ont les plus grosses croissances. À ça, on pourrait ajouter le big data, mais qu'on adresse assez peu. D'accord. On va regarder le dessin de Milon pendant quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Milon, cette semaine? Vous savez, l'autre jour, quand vous m'avez dit qu'à Nice, le soleil faisait briller 1000 projets, j'ai cru que je vous racontais des salades. Non, c'est pas des salades, Marc. Hein. Le succès de la région et de la ville, il est bien là. Oui. Hein, non, et puis en plus, on n'est plus dans ce lieu commun en fait, qu'on entend souvent, où Nice est une ville de vieux. Il y a énormément d'actifs, de plus en plus d'étudiants. Nous, en fait, il y a un vrai bassin d'écoles d'ingénieurs à Sophia Antipolis, notamment. Donc, les choses changent. Les choses changent vraiment, quoi. Donc, Et alors, aujourd'hui, vous avez finalement des ingénieurs et des consultants à Sophia qui sont évidemment pas que du cru. Non. Ils viennent de toute la France et j'imagine même de l'étranger, parce que s'il y a une pénurie, il faut attirer tous ceux qui sont compétents dans l'Europe. Tout à fait. Donc, un peu comme Magali, effectivement, on a la chance, en fait, Squad, d'être sur des régions qui sont attractives. On fait venir des gens d'un peu partout en France et ça ne suffit pas puisque le marché est globalement pénurique en France. Donc on recrute aussi pas mal à l'étranger, en Europe et aussi au Maghreb. Et au Maghreb, vous en avez beaucoup qui viennent? On est tous les 2 mois en fait à Tunis et on fait des sessions de recrutement en fait pour faire venir en fait des ingénieurs. Il y a de très bonnes écoles aussi en Tunisie, comme au Maroc du reste. Et donc on se charge en fait de s'occuper on prend en charge toute la partie administrative assez lourde, les papiers d'intégration et d'immigration. On s'occupe de leur trouver des logements. Enfin, vraiment, on leur facilite l'arrivée en France. C'est important parce qu'on a besoin de ces ressources-là. Et l'avantage aussi que les consultants du Maghreb ont, c'est qu'ils parlent français, ce qui est quand même, pour la plupart de nos clients, important, quoi. Julien Breuil nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur des études chez viadeo.com et vous allez tout nous dire en fait sur cette ville de Nice, sur son attractivité, et puis comment elle se situe par rapport aux autres villes aujourd'hui, parce que comme le disait Marc, les choses changent, elles évoluent, ça va de plus en plus vite. Alors comment ça se positionne aujourd'hui Nice? Alors, je vais déjà essayer de tout vous dire. Effectivement, on aime bien dans le cadre de cette émission repositionner un peu les villes, par rapport aux autres villes françaises et en même temps par rapport aux autres villes qu'on a pu étudier dans cette émission French Talent. Le premier élément, c'est qu'effectivement Nice, c'est d'abord une aire urbaine excessivement importante, c'est plus d'1 million d'habitants, ce qui la positionne déjà comme la 7e aire urbaine en France. Deuxième élément, c'est la première ville à avoir acquis le statut de métropole, fin 2011, début 2012. Alors, au-delà du terme juridique, pour ceux qui ont déjà écouté cette émission, j'aime bien mettre mon attention en tout cas porter mon attention sur le statut de métropole, parce qu'on le sait que les métropoles, c'est un aimant fondamental pour l'emploi. Parce qu'aujourd'hui en France… Quand on fait un arbitrage où je vais travailler, si c'est une métropole, ça change les choses. Ça change les choses parce que 44% des effectifs salariés sont aujourd'hui centralisés dans les 12 métropoles historiques. Donc ça, c'est aussi un élément fondamental. Et puis si on compare par rapport à d'autres villes qu'on a pu étudier dans l'émission French Talent, par exemple par rapport à Strasbourg, c'est intéressant parce qu'il faut aller au-delà des clichés que peut avoir la ville de Nice. On en parlait, vous venez juste d'en parler. Oui, Nice est une ville où il fait beau.
Oui, Nice est une ville qui vit du tourisme. Oui, Nice est une ville ville où on a envie d'avoir sa résidence secondaire. Mais c'est beaucoup plus que cela, parce que finalement, même si vous prenez l'exemple d'ailleurs des cadres, qui ne s'y trompent pas, d'après l'étude Cadre Emploi, vous avez 23% des cadres qui positionnent Nice comme une ville où il fait bon vivre et où il fait bon travailler, ce qui la positionne, si on prend l'exemple du bassin méditerranéen, juste derrière Montpellier, mais devant Marseille. Donc on voit qu'il y a une attractivité, on va peut-être y revenir aussi au travers des bassins d'emploi et de plein d'autres choses, mais voilà, il faut passer au-delà des clichés et montrer tous les atouts que peut avoir cette ville, et elle en a de nombreux bien évidemment. Et alors, est-ce que c'est une ville donc qui est perçue de mieux en mieux auprès des cadres? On voit cette dynamique qui s'instille? Alors, ce sont des bassins d'emploi qui sont quand même importants. Je vais vous donner quelques chiffres. D'abord, c'est le deuxième bassin d'emploi de la région PACA. C'est 165 000 salariés du secteur privé. Alors, c'est derrière Marseille. C'est une évolution qui est à peu près stable, mais je pense que ce qui est surtout très intéressant de noter, c'est qu'en termes de recrutement, il y a une dynamique qui est assez positive. D'après les dernières études qu'on a pu avoir, si on prend juste Nice en tant que ville, il y a 25 000 recrutements qui seront prévus sur l'année 2018, et c'est surtout 25% de recrutement de plus que par rapport à 2017, puisqu'en 2017, il y avait 19 000 recrutements. Donc il y a une courbe ascendante. Alors les esprits chagrins vont me dire, oui, mais ça va être beaucoup d'emplois saisonniers. Alors il y a des emplois saisonniers, c'est un peu plus de 40% des emplois saisonniers par rapport à ces 25 000 recrutements, mais le chiffre évolue finalement assez peu. Donc c'est plutôt des emplois qu'on va dire un peu plus pérennes qui vont justement être développés. Et si j'arrive effectivement sur le statut cadre, là c'est le 4e bassin cadre de la région. C'est quand même 25 000 cadres, donc il y a un bassin d'emploi qui est quand même conséquent, quelle que soit la typologie des populations. Donc on voit que au-delà du climat, au-delà du tourisme, il y a une vraie dynamique sur l'ensemble des profils. Et puis il y a Sophia aussi. Et il y a Sophia. Qui est moteur. Alors j'allais y arriver effectivement, c'est-à-dire que quand on parle des profils qui sont recrutés, ensuite on peut aussi aborder l'angle des secteurs. Encore une fois, le tourisme, oui, est important, c'est 5 milliards de retombées économiques, mais il n'y a pas que ce secteur-là qui est dynamique. Il y a des pôles de compétitivité, vous l'avez dit tout à l'heure avec Sophia Antipolis, et puis il y a des secteurs qui sont surreprésentés, encore une fois, pas forcément dans la région, mais sur la ville de Nice. Vous avez un secteur notamment sur la publicité et les études de marché qui est 1,5 fois plus représentatif que pour les autres villes de la région. Et vous avez notamment aussi l'industrie pharmaceutique, qui est 5 fois plus représentée à Nice que dans les autres villes de la région, avec des entreprises comme Arco Pharma, mais également par exemple Virbac, qui est le 8e groupe mondial de la santé animale. Et du coup, si on parle de pôle de compétitivité, on a également le pôle Eurobiomed, qui est assez développé. Donc on voit que... Un vrai dynamisme. Un vrai dynamisme. Et puis il y a des industries qui sont plus traditionnelles et des industries qui se dynamisent. On ne peut pas parler de Nice et même de la région PACA, si on va un petit peu plus loin, sans parler de ce terme peut-être un peu barbare, des smart cities, en tout cas des villes intelligentes. Il y a des gros développements, notamment sur Nice Meridia, si je ne me trompe pas, où on attend plus de 20 000 emplois dans les 10 prochaines années. Voilà, ce n'est pas une ville qui stagne, c'est une ville qui évolue avec des industries qui progressent et des nouvelles structures. Je pense que vous en êtes un très bon exemple de nouvelles entités qui se sont développées à vitesse grand V et avec de superbes réussites. Voilà. Alors si on parle un petit peu des entreprises, justement, on sait tous que chez Viadeo, vous faites un classement hebdomadaire exclusif des entreprises les mieux notées par leurs employés sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ce que les gens disent. Et donc, on fait un classement toutes les semaines, les 3 entreprises les mieux notées. Les mieux notées, exactement. Alors, on essaie toujours de regarder un petit peu la typologie des profils. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, on a un peu toutes les typologies d'entreprises. C'est vrai que ça peut être des TPE, des PME ou des grandes entreprises. Là, en l'occurrence, vous allez le voir, on va être plutôt dans l'ordre des PME, avec 3 secteurs différents. Le premier secteur, et on en est ravis, c'est un secteur que je viens d'annoncer, puisque c'est un secteur qui est surreprésenté, c'est un secteur de la communication et de la publicité pour cette 3e entreprise, puisque c'est une agence de communication qui a été créée il y a plus de 25 ans, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur le digital, et c'est l'agence de communication ROM. Très bien. Alors, vous connaissez ? Bon, c'est parfait. Là, on est toujours content. Moi, en tant que tel, je suis content que vous connaissiez. Vous êtes un vrai Niçois. Voilà. Et au-delà du fait que c'est une PME et que c'est une structure peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est une structure qui a une vraie légitimité parce que dès 2015, elle a quand même acquis le statut de Google Partners, notamment comme étant l'une des meilleures agences pour accompagner les entreprises sur les AdWords. Et vous savez que les AdWords, pour le référencement des entreprises, c'est central. Donc, il y a une vraie légitimité, une vraie expertise et donc une très belle entreprise.
Numéro 2. Alors numéro 2, c'est également une PME. Là, on est dans le domaine de la finance, puisque c'est un cabinet d'expertise comptable qui a été créé en 1997 et ça s'appelle DSO. Alors, je connais aussi, j'interviens d'abord parce que c'est un ami à moi qui a fondé cette société et ensuite c'est notre cabinet d'expertise comptable. Voilà. Donc, parfait. J'ai un buzzer. Oui, alors la troisième, j'espère que vous la connaissez également. C'est intéressant, alors je dis PME peut-être pour rappeler parce qu'effectivement ça reste quand même des structures relativement petites. C'est intéressant qu'un cabinet d'expertise comptable soit parmi les entreprises les mieux notées quand même. C'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé tout de suite. Non, après je pense qu'au-delà du secteur d'activité, on l'a un peu abordé, vous l'avez un peu abordé, il y a un phénomène de guerre des talents qui a tendance à se généraliser un petit peu partout. C'est vrai que traditionnellement c'était beaucoup sur les cibles IT, digitales, mais dans un contexte de marché qui est quand même meilleur, hein, il y a beaucoup de création d'emplois, tous les profils aujourd'hui ont tendance à être chassés. Le rapport de force entre candidats et recruteurs, il s'est inversé. Donc même une entreprise qui est dans le secteur de la finance, il peut avoir des difficultés à recruter ces profils-là. Et donc la première des démarches, certes, c'est d'attirer de nouveaux talents, mais c'est également de les fidéliser. Et donc une entreprise, même un cabinet d'expertise comptable, essaie de fidéliser ses meilleurs talents. Je pense que vous faites de même. Et d'ailleurs, Squad est une entreprise où il fait bon travailler, vous l'aviez bien dit. Et voilà. Non, je plaisante. Vous n'êtes pas. Alors nous, c'est les mieux notés, mais effectivement. Non, mais tout à fait. Donc voilà, c'est important. C'est votre prochain objectif. Voilà, exactement. Ouais. Numéro 1. Alors le numéro 1 est une entreprise qui est spécialisée dans le secteur de l'environnement, notamment dans le traitement des déchets, la valorisation des déchets ménagers. C'est une société qui s'appelle EOL. Alors la particularité, c'est qu'ils gèrent finalement toute la chaîne de valeur ajoutée, de la conception des unités de gestion des déchets jusqu'à la maintenance. Voilà, donc ils maîtrisent toute la chaîne de valeur. Donc on voit voilà, que c'est également une belle aventure, mais c'est surtout aussi un secteur qui est différent des deux autres. Et donc ça montre aussi la diversité sectorielle que l'on peut avoir dans la ville de Nice et au-delà dans la région PACA. Julien, est-ce que vous nous avez préparé un petit point météo cette semaine ou pas? Alors je prépare toujours mon petit point météo parce que il faut quand même donner quelques chiffres précis. Je crois que tout le monde a en tête que la ville de Nice est une ville où il fait beau. Alors petit chiffre, effectivement, c'est 3000 heures de soleil par an. Ça la positionne comme la 190e ville où il y a le plus de soleil en France, donc ce qui est une très belle position. Et si on regarde la moyenne... Quel classement, je n'ai pas compris? 190e. C'est la 190e ville où il y a le plus de soleil en France, à peu près entre 190 et 200. Alors pour mettre juste quand même en rapport avec les autres villes, en moyenne en France, si on prend l'échelle de toutes les villes, c'est 2000 heures de soleil. Donc ça veut dire que là vous êtes à 3000 heures de soleil, c'est-à-dire 50% de plus. Donc effectivement c'est donc bien une ville où il fait beau. Je pense que c'est pas forcément le seul élément d'attractivité, hein, parce qu'on a parlé beaucoup d'une ville où il fait bon travailler. C'est une ville où il fait bon vivre bien évidemment. Il y a le climat. C'est aussi une formidable ville étudiante. Il y a plus de 35 000 étudiants avec un très beau réseau universitaire, scolaire. On a parlé des écoles d'ingénieurs, Epitech, Polytech. Il y a également une école de journalisme. Il y a également une école de commerce avec Schema. Donc, pour les familles qui souhaiteraient s'y installer et qui ont une vision d'avenir pour leurs enfants, voilà. Il n'y a pas besoin de se déplacer et de monter à la capitale, comme on dirait. Il y a tout à proximité. Et bien évidemment, il y a un littoral exceptionnel, mais il y a également des stations de ski qui sont à moins de 100 km. Donc, quand on parle de l'équilibre vie pro, vie perso ou des conditions de vie, voilà, il y a de formidables atouts pour cette magnifique ville de Nice. Et je ne suis pas niçois. Merci Julien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des études chez Viadeo. Tout à fait. Marc, on va arriver à la fin de cette émission. Alors, comme Magali d'ailleurs, hein, vous êtes un enfant du pays, oui. Et vous l'êtes resté, puisque avec toute cette activité florissante chez Squad, vous avez quand même décidé de rester vivre à Nice. Alors, ma première question, si je vais à Nice demain avec ma femme et que j'ai envie d'aller manger dans un bon resto, des bonnes spécialités méditerranéennes, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais vous en donner deux en fait. Donc, spécialité méditerranéenne, je pense qu'effectivement, la petite maison est un restaurant assez connu à Nice et ça vaut le coup, on y mange très bien. Comme Magali aimait beaucoup aussi. Voilà aussi. Et après, il y a des endroits super. Il y a un restaurant qui a ouvert qui s'appelle Le Galet, sur la plage à Nice, qui est vraiment superbe et très belle plage où on y mange très bien. C'est pas vraiment méditerranéen, c'est plutôt italien, mais c'est pas mal. Ouais. Un bel endroit où faire une balade le dimanche. J'aime bien, en fait, il y a une balade qui est très belle. Alors, c'est pas à Nice, mais c'est dans les environs. C'est une balade au Col d'Aise, en fait, qui est juste à côté entre Monaco, finalement, et Nice, avec une vue sublime sur toute la région. Et on peut y voir parfois la Corse, quoi. Qu'est-ce que vous aimez encore aujourd'hui à Nice? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous restez ou pas?
D'abord, c'est vrai qu'on peut y développer une activité professionnelle, donc ça c'est quand même rassurant. Sinon, je pense que et sinon, j'ai encore énormément mon réseau amical, donc beaucoup de Niçois qui sont eux aussi restés, donc c'est toujours un plaisir d'aller golfer avec eux le samedi ou le dimanche. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà. Et puis après pour toutes les qualités de la ville qu'on a citées, effectivement, c'est que le climat est quand même agréable. Il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Et puis vous êtes en avion, pas très loin de Paris. Et effectivement, on attend le TGV. Voilà. Ouais, exactement. Et à mon avis, on va l'attendre un petit moment. Bon. Marc Bruat, je rappelle que vous êtes le cofondateur et le manager de Squad. Je vous remercie merci de à vous, vous merci être beaucoup. déplacé sur ce plateau. Merci Julien. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir regardés. Cette émission se termine. On se retrouve vendredi 4 mai. Nous irons à Rennes et on verra ensemble où sont les entreprises où il fait bon travailler et ce qui caractérise cette belle ville de Bretagne. À bientôt.